Mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants avec l'audition de M. Emmanuel Puiset-Jauvin, secrétaire général aux Affaires européennes. L'audition de ce jour est enregistrée et diffusée en direct. Elle fera l'objet d'un compte-rendu sur le site du Sénat. Monsieur le secrétaire général, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues à l'article 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête, s'il y en a. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure » et en utilisant le micro, s'il vous plaît. Je le jure. Je crois qu'on ne vous a pas entendu. Je le jure. Voilà. Non, c'est surtout pour l'enregistrement. Bien sûr. Notre commission d'enquête, dont les membres ont été nommés le 15 janvier dernier, poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, établir le coût des aides publiques octroyées aux grandes entreprises, entendu comme celles employant plus de 1000 salariés réalisant un chiffre d'affaires net mondial d'au moins 450 millions d'euros par an, ainsi que le coût des aides versées à leurs sous-traitants. Ensuite, déterminer si ces aides sont correctement contrôlées et évaluées, car nous devons veiller à la bonne utilisation du denier public. Enfin, réfléchir aux contreparties qui pourraient être imposées en termes de maintien de l'emploi au sens large, lorsque des aides publiques sont versées à de grandes entreprises qui procèdent ensuite à des fermetures de sites, prononcent des licenciements, voire délocalisent leur activité. Nous avons souhaité vous entendre aujourd'hui car la question des aides d'État et celle des aides issues des fonds européens occupe une place centrale dans notre réflexion. Quelles ont été les principales évolutions en matière d'encadrement des aides d'État depuis 2020 ? Quelles sont les règles relatives à la dispense de notification des aides à la Commission européenne ? Je pense aux aides de minimis et au règlement général d'exemption par catégorie. Quelles sont les aides françaises qui ont été déclarées contraires à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne depuis 2015 ? Quels ont été les dossiers depuis 2010 sur lesquels la France et la Commission européenne ont divergé en matière d'aides d'État ? Quel est le panorama des aides publiques aux entreprises issues des fonds européens ? Quelle est la philosophie générale du règlement du 24 juin 2021 portant dispositions communes à plusieurs fonds européens ? Pouvez-vous nous rappeler les conditionnalités actuellement prévues dans le cadre de la politique agricole commune? Alors, les plus importantes. Voilà pour l'essentiel des questions qui pourront étayer vos propos liminaires. Nous vous proposons d'organiser cette audition en 3 temps. Vous apporterez des réponses à ces différentes questions dans un propos d'une vingtaine de minutes. Puis Fabien Gay, notre rapporteur, vous posera quelques questions pour approfondir certains points. Enfin, les membres de la commission d'enquête pourront également vous interroger s'ils le souhaitent. Eh bien, finalement, je vous donne la parole, monsieur le secrétaire général. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Merci beaucoup de cette occasion qui m'est offerte de m'exprimer devant vous sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants. Peut-être un mot d'abord pour vous dire ou vous rappeler qui nous sommes, ce qu'est le Secrétariat général des Affaires européennes, qu'on appelle plus communément le SGAE. C'est un service placé sous l'autorité du Premier ministre, dont la raison d'être est d'assurer l'unité et la cohérence des positions françaises qui sont portées ensuite à Bruxelles, dans les différentes institutions, au Parlement européen, à Strasbourg également. Donc le SGAE est là pour définir les positions françaises, arbitrer lorsqu'il y a des divergences interministérielles et donc de donner un mandat de négociation à notre représentation permanente à Bruxelles, laquelle se compose de l'ensemble de nos négociateurs sur les différents sujets. Cette organisation, elle est loin, quand on regarde chez nos partenaires, d'être la norme. On trouve des structures parfois un peu analogues, on en compte à peu près 8 sur les 27 États membres, et c'est une organisation qui, en France, de notre point de vue, à la place qui est la mienne, je ne vous dirai pas le contraire, mais j'en suis par ailleurs totalement convaincu, est plutôt une force pour arriver à, justement,
produire cette coordination interministérielle et garantir cette unité et cette cohérence. On a aussi un rôle, je le dis juste au passage, pour garantir la bonne insertion dans notre droit national de l'ensemble des normes européennes. Et on s'occupe aussi beaucoup des questions d'influence, de présence française, pour placer notamment des experts nationaux détachés dans les différentes structures, notamment à la Direction générale de la concurrence, mais pas seulement. S'agissant plus spécifiquement des questions en matière d'aide d'État, peut-être vous préciser la nature du rôle qui est le nôtre. Donc nous sommes là en tant que SGAE, dans une galaxie qui, comme vous l'avez d'ores et déjà constaté, à la faveur des différentes auditions qui se sont tenues, concerne beaucoup d'acteurs. Et nous, notre rôle au SGAE, c'est d'assurer le pilotage stratégique de la politique sur la politique européenne des aides d'État, en apportant aussi un appui et une expertise interministérielle. Fondamentalement, on fait 4 choses. La première, c'est qu'on définit cette position française sur la politique européenne des aides d'État, comme je le disais. C'est un travail très très singulier dans la mesure où, comme vous le savez, la Commission européenne, en vertu même des traités européens, dispose d'une compétence propre en la matière. Elle n'a pas à négocier avec le Conseil, avec le Parlement européen. Elle a cette compétence qui lui est propre, ce qui lui donne évidemment une force considérable dans le dispositif. En ce moment, on est en train de travailler à l'élaboration de la position française sur un document tout à fait fondamental, qui est le prochain encadrement des aides d'État destiné à favoriser l'industrie propre. Après les dispositifs qu'on a appelés temporaires, et qu'on a mis en place notamment dans le cadre de la crise du Covid, mais aussi de la réponse à apporter à la guerre d'agression russe en Ukraine, on est en train de définir au plan européen un nouveau dispositif et on travaille dans le cadre de la consultation à faire passer les idées françaises. On est plutôt, comment dirais-je, confiant sur ce futur instrument qui devrait être proposé en juin prochain. On est néanmoins extrêmement vigilant et je vous prendrai juste un exemple qui est que sur ces questions de décarbonation industrielle, il y a évidemment un enjeu énergétique majeur. Or, on voit qu'on a un sujet tout à fait essentiel qui est que le projet de texte de la Commission fait la part belle aux seules énergies renouvelables et pas au nucléaire. Donc évidemment, nous sommes d'une vigilance absolue pour garantir que la neutralité technologique prévue par ailleurs par les traités soit pleinement respectée. J'en profite pour vous dire que ce sujet des aides d'État, au titre de cette première fonction, on s'efforce de ne pas le traiter seulement sous l'angle juridique. Il faut le traiter aussi sous l'angle économique. Et cela peut paraître assez simple à dire, ça ne l'est pas autant que cela, parce que tout le travail que nous faisons depuis plusieurs années et qui est en train d'aboutir consiste bien à adosser cet instrument aide d'État à un objectif et une stratégie claire qui est la réindustrialisation du continent. Et ça, c'est tout à fait essentiel, et ça n'était pas si spontané que ça. On peut le dire, je pense, en termes un peu retenus, mais néanmoins très clairs dans ce que nous portons. Et donc, pour nous, c'est clair qu'il faut continuer en ce sens. Notre deuxième travail, c'est de centraliser les notifications à la Commission européenne des projets d'aide publique nouvelles. Nous sommes là pour garantir cette courroie de transmission entre Paris et Bruxelles, pour le dire de cette manière-là, via notre représentation permanente à Bruxelles. La règle, vous la connaissez, toute aide doit être notifiée, autorisée par la Commission européenne avant de pouvoir être mise en œuvre. Et c'est une obligation qui découle directement des traités. Ça permet à la Commission de contrôler qu'il n'y a pas d'aide d'État qui soutiendrait de manière injustifiée des entreprises. Cela permet de lutter contre un phénomène de course au soutien public qui pourrait lui-même vicier les bonnes conditions de concurrence sur le marché intérieur. Et en moyenne, nous réalisons à peu près une soixantaine de notifications par an. Notre travail est d'expertise, comme je vous le disais, et d'accompagnement, parce que, à l'occasion de cette notification, évidemment, il y a beaucoup de travail qui se fait de façon informelle avec la Commission. Il y a toute une procédure dite de pré-notification qui nous amène à interagir avec la Commission pour ajuster les demandes, répondre à des questions que la Commission pose, s'assurer que justement tout cela est suffisamment cadré pour que la réponse de la Commission soit in fine
positive, sachant qu'à partir du moment où elle est positive, on a la décision au sens juridique du terme de la Commission, gardienne des traités, donc évidemment c'est extrêmement structurant et cela apporte du confort à tout le monde, au premier rang desquels le bénéficiaire de l'aide. Notre troisième mission, c'est de centraliser aussi les échanges avec la Commission lors de l'instruction de plaintes, lorsque un acteur estime qu'il y a une infraction aux règles relatives aux aides d'État. Donc là, on intervient beaucoup aussi, c'est tout à fait essentiel. D'une part, pour regarder dans quelles conditions on va pouvoir rétablir les règles de droit, qui, d'après le plaignant, et cela peut être le cas de la Commission européenne aussi, justifie qu'on fasse ce travail, et évidemment de le faire dans l'intérêt des entreprises concernées, étant entendu que si on va jusqu'au bout de la procédure, cela peut vouloir dire une décision de récupération de l'aide, ce qui peut être fatal à la vie de l'entreprise. Donc nous intervenons aussi de ce point de vue-là. Enfin, quatrième mission, je dirais plus classique, on coordonne la réalisation de rapports annuels qui permettent d'agréger la remontée d'informations sous forme de tableau de bord vers la Commission européenne. Donc voilà ce que nous faisons en substance. Un mot sur ce que nous ne faisons pas, pour être très clair aussi, dans le cadre de cette audition. On n'a pas de vision microéconomique des aides d'État. Nous, ce n'est pas notre travail. On a plutôt, comme je l'ai présenté, une approche macroéconomique sur les différents éléments. Donc on ne délivre pas nous-mêmes d'aide, évidemment. On n'effectue pas nous-mêmes les contrôles. On ne crée pas de régimes nationaux d'aide. Ça, c'est le rôle des ministères sur la base des règles européennes. En revanche, on s'assure évidemment que tout ça soit fait dans les formats européens idoine. Je pourrais prendre dans notre échange des exemples si vous le souhaitez. Alors, une fois qu'on a dit tout cela, c'est quelques éléments sur les aides d'État et en écho aussi aux différentes questions. La question qui peut se poser, c'est celle de savoir si ces aides d'État sont bien calibrées, si elles ne sont pas disproportionnées et si elles n'aboutissent pas finalement à favoriser indûment certains acteurs économiques. Notre perception, et cela résulte aussi de l'ensemble des différents textes qui ont été révisés au cours des dernières années, vous y avez fait référence, Monsieur le Président, beaucoup de textes ont été révisés, le règlement général d'exemption par catégorie a fait l'objet d'adaptation, le règlement aussi concernant la règle du de minimis a fait l'objet d'adaptation, on est passé de 200 000 à 300 000 sur 3 exercices fiscaux. Les différents cadres, j'en mentionnais un tout à l'heure, destinés à favoriser les exigences de décarbonation industrielle, sans parler de l'ensemble des lignes directrices par domaine qui peuvent faire aussi l'objet de révision. Toute cette architecture juridique sur le fondement direct du traité nous paraît être de nature à permettre qu'on soit en présence d'un dispositif qui est contrôlé. Et il est contrôlé d'abord parce que les règles s'attachant à la définition de ce qu'est une aide d'État sont strictes. Pour être en présence d'une aide d'État, comme vous le savez, il y a 4 conditions cumulatives. Il faut qu'il y ait un effet incitatif en fonction d'une finalité d'intérêt général. Il faut qu'il y ait une sélectivité de la mesure. Bien évidemment, quand c'est une mesure générale qui concerne toutes les entreprises, il n'y a pas de sélectivité, donc ça n'est pas regardé comme une aide d'État au sens du droit européen. Il faut, point majeur, et j'y reviendrai, qu'il y ait une défaillance de marché constatée préalablement et à laquelle la dite aide est censée venir répondre. Il faut qu'il y ait ensuite un montant d'aide strictement proportionné à sa finalité. Il apparaît souvent dans les discussions informelles que nous avons avec la Commission que cette dernière ne consiste pas le bien fondé de l'aide, mais estime que, au sens strict de ce qu'on appelle la proportionnalité, c'est-à-dire que les moyens envisagés excèdent l'objectif qu'on s'est donné. Et donc, il faut recalibrer. Et donc, ça, ces différents éléments-là sont très structurants. Comme je le disais, sur la défaillance de marché, pour le dire d'une manière différente, c'est le déficit de financement qu'il s'agit de combler, pour être extrêmement précis, le funding gap, comme on dit en bon français. Et il y a toute une série d'objectifs d'intérêt général qui peuvent être multiples et sur le fondement desquels on s'appuie. Autre élément permettant de montrer que ce dispositif nous paraît robuste, c'est que vous avez aussi des mécanismes de récupération qui peuvent être prévus dans l'octroi des aides. Lorsqu'un dispositif d'aide est élaboré puis validé, il peut intégrer précisément une procédure visant à récupérer a posteriori une partie du soutien public si le bénéficiaire a généré des résultats qui sont supérieurs à ce qui était escompté.
Et donc ça, c'est très important pour maintenir des incitations fortes chez le bénéficiaire de l'aide à maximiser la performance et les investissements du projet. Et il y a des exemples, un exemple allemand, par exemple, Uniper, qui s'est vu, compte tenu d'une amélioration très significative de sa situation financière, qui s'est vu, je crois que c'était en 2025, donc c'est très récent, qui s'est vu contrainte de rembourser jusqu'à 2,6 milliards d'euros du fait d'une aide qui, initialement, les conditions avaient changé, et donc ce mécanisme de récupération a pu être mis en œuvre. Un point là-dessus, parce qu'il est important, en France, nous incluons systématiquement, peut-être que d'autres collègues vous l'ont dit avant moi, des clauses de récupération pour les aides d'un montant supérieur à 50 millions d'euros. C'est une pratique que nous faisons. Oui, puis on a vu on a eu un certain nombre d'auditions de chefs d'entreprise, de grands patrons qui nous ont dit telle aide, par exemple, est en cours de remboursement voilà. D'une partie. Tout à fait. Parce que les objectifs étaient tout à fait. largement atteints. Alors, en écho aussi à votre questionnaire, et on pourra naturellement vous fournir une réponse écrite à chacune des 12 questions, cela va de soi. Une autre interrogation que l'on peut avoir, c'est celle de savoir si, j'y ai en partie répondu, mais si les dispositifs existants permettent de dire que les aides sont soumises à de vraies obligations de conformité, de contrôle et de transparence. La procédure de notification dont je vous ai parlé, je pense, elle garantit normalement cela. Et la Commission, vous le savez, elle est extrêmement stricte sur ces questions. Donc, normalement, à l'issue du travail que nous faisons avec elle, qui aboutit, le plus souvent, pas toujours, mais qui aboutit, on parvient à avoir quelque chose, et la phase de pré-notification est également utile, qui permet de garantir cette conformité. Sur la transparence, peut-être deux éléments. Vous dire que, mais vous le savez je crois, qu'il existe au niveau européen un dispositif que la Commission a mis à disposition, un logiciel de collecte et de publication, le TAM, l'acronyme issu d'expression anglaise, le Transparency Award Module, qui est accessible au grand public et qui permet d'avoir accès aux différentes aides que les entreprises ont pu obtenir à leur montant, qui contient d'ailleurs aussi un critère de recherche spécifique, je reviendrai sur le cas des PME, mais un critère spécifique aussi sur les aides aux PME et aussi sur les aides aux grandes entreprises. Alors il y a dans ce système-là, comme toujours en matière de transparence, on n'en fait jamais assez, il y a des lacunes à combler. Il y en a une qui est sur le point de l'être, en particulier. Je ne dis pas que c'est la seule, mais il y en a une qui est en train d'être comblée, qui concerne les aides de minimis, puisqu'il y a une obligation communautaire. Je vous parlais tout à l'heure des modifications introduites de cette réglementation assez récemment. Et donc, à compter du 1er janvier 2026, on va être tenu de mettre en place un registre permettant de documenter l'ensemble des aides de minimis. Et ça, c'est très important, puisque les aides de minimis sont celles qui ne font par définition pas l'objet d'une notification, mais même pas d'une information à la Commission. À la différence des aides qui relèvent du RGEC, du règlement général d'exemption par catégorie, où là, il n'y a pas de notification non plus, mais il y a une obligation d'informer la Commission. Donc là, il y a, en termes de transparence, nous pensons, un progrès tout à fait significatif qui va pouvoir être réalisé. S'agissant des PME, je pense que c'est aussi une question que vous vous posez, légitime, celle de savoir si elles sont promues dans ces dispositifs. Je vois bien les questions qui peuvent se poser à cet égard. Il y a des règles particulières concernant, au plan européen, par définition, je ne parle que du plan européen, il y a des règles particulières pour les PME. Le RGEC, par exemple, réserve aux PME le bénéfice de l'exemption de notification pour certaines aides, telles que les aides à l'investissement des PME. Vous avez aussi des dispositifs préférentiels pour les PME. Je pense aux taux largement bonifiés dont elles peuvent bénéficier en comparaison des grandes entreprises. Un exemple, une intensité d'aide liée à l'innovation, de procédés et d'organisation est de 15% pour les grandes entreprises, eh bien elle passe à 50% pour les PME. Enfin, dernière question qui me paraît tout à fait essentielle, c'est la question, les vannes que j'exprimerai de cette manière-là, les vannes du soutien public sont-elles trop ouvertes en Europe ? On peut se poser cette question aussi. Et je pense qu'on pourrait longuement en discuter, je suis tout à fait à disposition pour y revenir pendant l'échange. Je pense que cette question, pour lui donner toute sa portée, il faut se poser la question de l'échelle à laquelle il faut tenter d'y répondre. Et cette échelle, à nos yeux, c'est celle du monde. C'est l'échelle internationale. Le grand enjeu aujourd'hui au plan européen est moins de savoir si on donne trop d'aides d'État
au plan européen que de savoir si nous avons su, nous les Européens, nous doter des dispositifs qui nous permettent de résister à la posture de certains pays tiers, les États-Unis et la Chine en particulier, qui subventionnent de manière massive leurs entreprises. Évidemment, ont souvent en tête de venir sur le marché intérieur, premier marché intégré au monde, donc un débouché absolument formidable pour elles, là où nos entreprises ne peuvent pas concurrencer avec les mêmes armes, précisément du fait de la législation en matière d'aide d'État. Pour ne prendre qu'un exemple, le fameux, Donald Trump y a mis un terme, mais la législation américaine portée sous administration Biden, le fameux Inflation Reduction Act d'août 2022, comme parfois on l'a lu, ce n'est pas seulement une question de montant. Ce n'est pas simplement que vous aviez près de 400 milliards d'euros à disposition. C'est les conditions d'accès à cela qui posaient le plus de problèmes, et en particulier leur simplicité. Je vous parlais tout à l'heure de l'exigence pour avoir une aide d'État de démontrer la défaillance de marché. Absolument pas à démontrer ça pour avoir accès à ce dispositif. Est-ce que c'est pas... alors, ma question est un peu... mais je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est pas le signe, quelque part, d'un excès... Alors, je ne veux pas parler pour les États-Unis ou d'un excès de côté libéral sur l'attribution des aides, mais un excès de réglementation au niveau européen, de vouloir être exemplaire dans le domaine, mais au détriment des entreprises par rapport à ce qui se fait dans le reste du monde. Puisque vous le reconnaissez vous-même, c'est qu'aux États-Unis, il y a une extrême simplicité. Et encore, on ne parle pas du montant. Non. On parle d'une extrême simplicité dans l'attribution des aides. Et les chefs d'entreprise qu'on a pu voir ici et qui travaillent également sur d'autres continents, et notamment sur le continent américain, nous disent c'est pas forcément le montant. Absolument. Même s'il compte quand même. Oui. Mais c'est vrai quand je dépose un dossier d'aide aux États-Unis, je sais combien je vais toucher. Et je sais que je vais le toucher. Tout à fait. Voilà. Alors qu'en France, alors bien évidemment dû à la législation européenne, oui. Je ne sais pas trop où je vais quand je dépose un dossier d'aide. Tout à fait. C'est très juste. Ça fait partie vraiment des sujets. Vous l'aurez sans doute observé depuis plusieurs mois, à la faveur des nouvelles institutions. On sent qu'il y a un mouvement en ce sens, qu'on résume généralement à travers un mot un peu facile, derrière lequel il faut mettre de la chair, sinon ça ne sert pas à grand-chose, c'est le mot de simplification. Mais appliqué à notre enjeu, c'est exactement ça. C'est dans quelle mesure les règles dont nous disposons, qui ont toute leur justification en tant que telles, ne doivent pas aussi être regardées tout simplement à l'aune de ce qui se passe ailleurs, de manière à ce qu'elles ne se retournent pas contre nous. C'est un énorme enjeu. Je vous prendrai un exemple, ce qu'on appelle les PIEC, pardon de cet acronyme, ce sont les projets importants d'intérêt européen commun. Ce sont des aides d'État, où plusieurs États se mettent ensemble pour faire ensemble quelque chose, donc ils mettent des ressources communes sur des objectifs, par exemple pour promouvoir l'hydrogène, pour travailler sur des questions nucléaires. On a réussi à obtenir qu'il puisse y avoir des PIEC aussi en matière de nucléaire. On travaille en ce moment à cela. Vous avez en moyenne 10 mois avant d'avoir un retour de la Commission. Ceci ne correspond pas au temps économique. Ce n'est pas possible. Il faut travailler à ça. Il faut aller beaucoup plus vite, simplifier drastiquement les choses. Ça ne veut pas dire s'asseoir sur nos principes. Encore une fois, nous pensons qu'avoir des règles relatives aux aides d'État est une bonne chose pour que le marché intérieur, pardon de cette expression un peu familière, ne soit pas le Far West. Ou parce qu'un État a une situation de finances publiques meilleure qu'un autre, a de l'espace budgétaire lui permettant d'aider massivement ses entreprises au détriment des autres. Et ça, c'est un sujet très, très important. Mais il y a un équilibre à trouver entre le Far West et la surcomplexité. C'est tout à fait ça. C'est aussi pour cela que vous m'interrogez sur les nouvelles règles qu'on a mises en place. Ouais. On a poussé beaucoup la mise en place d'une clause d'alignement opérationnel en matière d'aide d'État. Nous constatons qu'un pays aide massivement son entreprise. Eh bien, les entreprises européennes intervenant dans le même domaine devraient pouvoir, à parité, être aidées de la même manière, c'est ça l'alignement, de sorte que, justement, on rétablisse les conditions d'une concurrence équitable.
L'enjeu est majeur et encore une fois, l'enjeu est lié à l'attractivité majeure du marché intérieur qui, évidemment, et je ne veux pas tout confondre devant vous aujourd'hui, mais à la faveur de ce qui se passe dans le cadre de l'imposition des droits de douane américains, va renforcer encore plus la dite attractivité si nous n'y prenons pas garde. Donc on a un énorme enjeu de protection de nos entreprises en utilisant la palette des outils qui sont à notre disposition. On est d'accord. Sur les aides d'État, je pourrais y revenir davantage dans le détail à la faveur de notre échange si vous le souhaitez, mais peut-être un mot sur les fonds européens, Monsieur le Président, pour ne pas être trop long dans ce propos liminaire, dont vous avez également parlé, et sujet aussi sur lequel naturellement le SGAE joue un rôle important. Notre premier rôle, il est simple, c'est de contribuer à définir les positions françaises sur la négociation des textes concernant ces différents fonds. Alors il se trouve qu'on va entreprendre la dite négociation cette année, puisque c'est cette année que la Commission, en juillet prochain, va mettre sur la table ces nouvelles propositions de cadre financier pluriannuel pour la période 2028-2034, à l'occasion de quoi nous allons revisiter l'ensemble des fonds. Donc nous, SGAE, évidemment, arrêtons les positions sur chacun de ces fonds. Pour préciser un peu la nature des choses et expliquer aussi ce que ça signifie sur le terrain des aides d'État et des entreprises, il faut opérer la distinction cardinale, s'agissant des fonds européens, entre les fonds en gestion partagée et les fonds en gestion directe. Les fonds en gestion partagée, on pense à la PAC, on pense à la cohésion, principalement, il y en a quelques autres, mais principalement ce sont ceux-là, ce sont, vous savez, ces fonds qui font l'objet d'enveloppes préallouées pour les États membres. La PAC, pour la France, période 2021-2027, 9 milliards d'euros. Voilà. La cohésion, 2 milliards d'euros. Par année bien sûr. Sur les 7 ans, c'est plus long. S'agissant de ces fonds en gestion partagée, ça n'est pas nous, SGAE, qui les administrons. Ils sont coordonnés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, service placé auprès de M. Rebsamen. Et bien sûr, nous intervenons en tant que SGAE pour vérifier que les règles sont bien respectées. Mais la décision de verser les financements revient aux autorités de gestion. C'est comme ça que cela se passe. Et donc, chaque autorité de gestion est responsable de la définition de ses propres priorités, ce qu'on appelle la programmation, et d'investissement, et de la mise en œuvre des programmes. Et en France, depuis 2014, ce sont les conseils régionaux qui gèrent à 100% le FEDER, le Fonds européen de développement régional, à l'exception notable de Mayotte, où l'État a retenu sa compétence, et de Saint-Martin pour être totalement complet, sur le sujet. Et s'agissant du Fonds social européen, le FSE, la dite décentralisation concerne 35% des crédits. Le reste, c'est l'État qui a gardé la compétence, mais de facto, il en délègue une grande partie aux départements compte tenu de leurs compétences. Donc l'objectif, c'est vraiment de gérer ces fonds au plus près des territoires. Et en ce qui concerne les investissements productifs, il appartient aux régions, dans leur rôle d'autorité de gestion, de vérifier la compatibilité des taux d'intervention publique avec les règles en matière d'aide d'État, taux qui varient en fonction de la thématique précise de l'investissement, de son montant et de sa localisation géographique. Et l'application des bons taux d'intervention est un travail évidemment complexe qui requiert des compétences particulières. Tout ceci se fait sous le contrôle de l'ANAF, pardon de ce nouvel acronyme, de l'Autorité nationale d'audit des fonds européens, qui a succédé à la CICC, que vous deviez bien connaître. Et évidemment, c'est sans compter sur le travail de contrôle et d'audit réalisé aussi au niveau européen, les audits de la DG, de la Direction Générale Régio, et bien sûr la Cour des comptes européenne. Donc c'est extrêmement encadré, pour le dire d'une phrase un peu simple, le droit à l'erreur est extrêmement limité en la matière. Ça c'est pour les fonds en gestion partagée. Après vous avez les fonds en gestion directe. Les fonds en gestion directe, eux, ils relèvent d'une toute autre logique. Puisque eux, ils sont pilotés par la Commission. Je termine rapidement, hein, pardonnez-moi. Les fonds en gestion directe, ils sont pilotés par la Commission. Ils sont éminemment concurrentiels. Vous en avez une trentaine, à peu près aujourd'hui, une trentaine de ces fonds. Ils ciblent des projets innovants, collaboratifs, c'est-à-dire que souvent il faut se mettre d'accord avec un autre pays pour répondre à un appel à projet de la Commission. Et ils visent en substance à tirer vers le haut les compétences privées européennes dans leur compétition face aux grands ensembles économiques mondiaux. Ils ne ciblent pas, point important, une taille particulière d'entreprise. Ça, je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit, puisque c'est un objectif en termes de résultats et de valeur ajoutée qui est d'abord attendu. Alors, ils sont par définition, puisqu'ils émanent de l'Europe directement,
ils sont par définition considérés comme étant hors sujet aide d'État. Ils sont présumés être compatibles avec le marché intérieur, si je peux le dire de cette manière-là. En moyenne, les taux de succès, vous avez plus de 2000 appels à projets en moyenne par an. Les taux de succès sont de l'ordre de 15 à 20%, qui correspondent donc à des niveaux de qualité très exigeants. Comme je vous le disais, c'est extrêmement concurrentiel. Et petit point de détail qui n'en est pas un, tous les États membres aujourd'hui se sont mis en ordre de marche, y compris les derniers entrés dans l'Union. Ils sont extrêmement opérationnels, extrêmement organisés pour aller chercher ces fonds où il faut être meilleur que les autres, pour être tout à fait clair. Les entreprises publiques et privées représentent en moyenne le quart des bénéficiaires. Et alors, ce qu'on constate, et je pense que c'est intéressant aussi au regard de votre travail, c'est que il peut y avoir, c'est assez souvent, on voit que ce sont les grandes entreprises qui s'en sortent le mieux. Parce qu'elles ont les reins les plus solides. Elles sont organisées en ce sens. Et elles ont des équipes de recherche dédiées, elles sont structurées, tout particulièrement en la matière. Alors ça ne veut pas dire que les PME et les ETI, les établissements de taille intermédiaire, ne soient pas, enfin qu'elles soient oubliées. Bien évidemment, ils ne le sont pas. Soit parce qu'elles arrivent à... Je fais juste une petite parenthèse. Les ETI n'étant pas reconnus au niveau européen, oui. Bien malheureusement, moi, j'ai produit ici une proposition de résolution européenne pour une reconnaissance européenne de l'ETI, parce que quand vous... Tout à fait. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, quand on parle des aides aux PME et des aides aux grandes entreprises, quand on passe de manière sur la considération européenne de PME à grande entreprise à partir de 250 salariés... Totalement d'accord. Il y a un vrai souci quand même. Alors, je me permets de vous répondre. Je pense que c'est un des points sur lesquels vous devez, au niveau du secrétariat général, appuyer très fort. On porte ce point, Monsieur le Président. On le porte. On le porte de diverses manières, y compris dans l'agenda de simplification. Ce sont des sujets tout à fait différents, mais comme vous le voyez, il y a des sujets sur la bonne application de certaines règles en matière de rapportage de durabilité, le fameux CSRD, dont la presse a beaucoup parlé. Aujourd'hui, c'est exactement ce que vous dites, on continue à se fonder sur une règle établie en 2003, une recommandation de 2003. Vous êtes une PME jusqu'à 250 et vous basculez grande entreprise après. Ça n'a pas de sens. Donc nous souhaitons introduire sur CSRD, mais aussi sur d'autres sujets, une catégorie de l'ETI. La Commission y est prête. Il y a eu un engagement très fort de la part de la présidente de la Commission là-dessus. L'enjeu va être de savoir où on s'arrête en partant de 250. La Commission est plutôt sur l'idée d'aller jusqu'à 500. Nous pensons que c'est trop court. Oui. Nous pensons qu'il faudrait aller au-delà. Ah oui. D'autant plus qu'on est quand même 3 pays assez forts dans ce domaine, entre guillemets. Nous, on fait partie des 3 moins forts sur les 3 forts, c'est avec l'Allemagne et l'Italie, et qu'on peut s'appuyer sur ces pays-là. Ouais. Donc, je fais une petite digression sur la commission d'enquête, mais c'est un point tellement important et qui pénalise tellement nos entreprises de taille intermédiaire. 500, bien évidemment, mais c'est bien trop bas. Absolument. Donc on porte ce combat. Enfin, en tout cas, je m'en fous. Pas qu'on ira jusqu'à 5000. Je rêve pas non plus comme on peut le considérer en France. Mais 500, c'est beaucoup trop bas, bien évidemment. Encore que, si on peut taper 5000, il ne faut pas se gêner, sur le secrétaire général. C'est bien noté, Monsieur le Président. J'ai une autre casquette qui est président de la délégation aux entreprises ici, donc forcément, c'est des sujets que j'aborde régulièrement. Mais il est grand temps que l'Union s'en occupe. Elle ne l'a pas fait depuis très longtemps. Ça devient aujourd'hui ingérable et absolument. D'autant plus que le nombre de TI a énormément augmenté sur ces 3 pays. Quand la France est passée de 6 000 à 8 000, l'Italie est passée de 7 000 à 9 ou 10, l'Allemagne est passée de 13 à 17 000 quand même. Donc ça représente aujourd'hui un certain nombre d'entreprises, rien que pour 3 pays, donc les autres aussi. Absolument. Alors, donc comme je vous disais, on ne les oublie pas, soit parce qu'elles arrivent, ces entreprises, à s'insérer dans des partenariats avec de grands groupes, ou des centres de recherche, soit aussi, et c'est assez intéressant, même si ça peut paraître un peu anecdotique, soit parce qu'en réalité, elles arrivent à se cibler sur certains fonds ou appels à projets très spécifiques, où elles arrivent à développer une compétence ou un projet propre, par exemple en mobilisant le programme LIFE, et de manière très intéressante, même si ça peut prêter à sourire un peu, vous avez l'exemple d'un glacier de plage italien qui s'est vu récompensé grâce à une méthode révolutionnaire et protectrice du climat de conservation de ces glaces et dont l'expérimentation a ensuite été dupliquée par centaines sur les plages italiennes. Et bien là, on n'est évidemment pas en présence d'une grande entreprise, mais une entreprise relativement modeste. Elle a su récupérer de l'argent européen grâce à cela. Donc c'est une illustration qui montre qu'elles ne sont pas oubliées. Pour autant, la question des fonds européens et des PME
et j'y reviens, c'est surtout un sujet de fonds en gestion partagée. Les PME sont vraiment beaucoup plus privilégiés dans les fonds qui relèvent du règlement portant dispositions communes, hein, dont vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Président, le grand règlement cadre qui fixe les grandes règles pour l'ensemble des fonds structurels. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir d'ailleurs que la Commission a expressément exclu les grandes entreprises de la possibilité de bénéficier de ces fonds. Dans notre accord de partenariat entre la France et la Commission de 2021-2027, les grandes entreprises sont exclues. Il y a une exception, les régions ultrapériphériques, donc notre outre-mer, qu'il faut évidemment pouvoir traiter aussi, compte tenu de leur faible niveau de développement. Et donc, très concrètement, les aides accordées dans ce cadre aux PME, elles sont de deux ordres, principalement. Vous avez soit des aides directes aux investissements productifs, dans le cadre de stratégies qu'on appelle de spécialisation intelligente, donc il faut bien cibler les bons sujets stratégiques, ou alors via des mécanismes d'ingénierie financière portés par des sociétés régionales d'investissement ou par le groupe Banque européenne d'investissement ou la BPI, où il s'agit de combler des défaillances de marché en garantie, en constitution de fonds propres, en capital risque. Et ces produits qui sont beaucoup plus simples d'accès pour les PME, représentent quand même aujourd'hui 10% des montants totaux du FEDER, donc c'est pas rien. Et ce type de financement échappe aux règles en matière d'aide d'État, ce qui a permis d'apporter un soutien très significatif aux PME. Sur cette problématique des fonds européens, juste un point pour terminer, pour vous dire que nous l'avons prise, cette problématique, à bras-le-corps au SGAE, en créant une cellule de mobilisation des fonds européens depuis maintenant plus d'1 an. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que nous, Français, pourrions faire beaucoup mieux. Il y a la problématique de bonne consommation des fonds qui nous sont préalloués, les fonds en gestion partagée, dont j'ai parlé, mais il y a les fonds en gestion directe très concurrentiels, et où nous avons documenté, on tient évidemment ces informations à votre disposition, on a documenté qu'en étant mieux organisés, nous, la France, on pourrait gagner jusqu'à au moins 2 milliards d'euros par an en plus. On a des retours aujourd'hui qui sont de 15 milliards. Il pourrait passer à 17 si nous étions mieux organisés. C'est un travail pour l'État qui doit mieux s'organiser en la matière, nous en sommes convaincus. Il y a des travaux d'ailleurs en ce moment de réflexion à une organisation qui soit meilleure sur le sujet. J'ai eu souvent l'occasion de m'en expliquer devant la Cour des comptes qui m'interrogeait à ce sujet. Et on doit faire beaucoup mieux en la matière. C'est aussi une manière de travailler à faire en sorte que les Français puissent bénéficier davantage de ces fonds européens. Voilà, donc en substance, pour conclure ce propos liminaire, les aides d'État, les fonds européens, pour nous, ce ne sont pas des objets qui ont une fin en eux-mêmes, non, ce sont des outils, des instruments qu'il faut adosser à une stratégie extrêmement claire. Et cette stratégie, c'est la réindustrialisation. La réalité, pour vous parler de façon extrêmement, comment dirais-je, franche sur ces sujets, c'est que longtemps les instruments européens ont été trop autonomes. Il est grand temps de les adosser à des objectifs politiques. C'est un peu ce qui est le pari de la nouvelle organisation de la Commission. Quand vous regardez comment, par exemple, le pôle qui est couvert par le commissaire français Stéphane Séjourné est organisé, on voit bien qu'il y a un objectif, réindustrialiser, et que les instruments en dessous se mettent au diapason de cela. C'est ça qu'on doit arriver à faire. Pour le dire de manière différente, même s'il faut évidemment en faire pour être complètement rigoureux, ne pas faire que du droit, c'est très important, mais avoir une appréhension aussi très économique. On travaille à cette cohérence d'ensemble dans les positions qu'on porte à Bruxelles. Le mot de politique industrielle n'est plus un gros mot à Bruxelles, ça a été un vrai combat, désormais on a réussi. Il faut maintenant parvenir à exécuter la chose. Très concrètement au SGAE, ce travail on le fait avec 8 personnes dans un bureau concurrence aide d'État. La chef de bureau est ici présente et le secrétaire général adjoint ici présent, et un bureau, donc celui qu'on a créé il y a un peu plus d'1 an, de mobilisation des fonds européens, dont le chef est également ici présent. Je m'arrête là, Monsieur le Président, pour ce propos liminaire. Merci, Monsieur le secrétaire général, de toutes ces précisions vraiment très importantes pour notre rapport. J'apprécie notamment le fait que vous voyez un côté beaucoup plus pragmatique que juridique, ou de vision de juriste sur toutes ces applications. Quand j'ai
je suis à l'origine du test PME ici, qui est discuté en ce moment même à l'Assemblée nationale. Enfin, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et j'avais qu'une crainte, qui s'est moitié vérifiée, c'est qu'il ne soit vu que de point de vue de juriste, et pas forcément d'un point de vue pragmatique économique. Bon, je trouve qu'on l'est encore un petit peu, mais il y a du mieux quand même. Je vais immédiatement céder la parole à notre rapporteur, qui a sans doute un certain nombre de questions à vous poser. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. C'est comme ça qu'on dit. Bon, merci pour l'ensemble des informations que vous nous donnez, qui seront importantes. Moi, pour bien qu'on arrive à comprendre la masse, de combien de milliards ou de millions on parle en notifié, en aide notifiée, et en aide informée, puisque j'ai bien noté, évidemment, la différence, mais pour qu'on ait la grande masse, parce que le grand débat qui va nous animer dans la commission, c'est qu'on manque d'une définition nette et précise de ce qu'on considère ou pas comme une aide publique. Et suivant les administrations, il y a différents niveaux. Et on peut aller le plancher à 70 milliards. Et si on prend le plafond, y compris les aides aux ménages qui sont des aides qui vont directement pour les entreprises, 250 milliards. Donc, vous voyez, bon. Donc, pour bien qu'on comprenne, si vous avez ce montant-là, je pense qu'il est important pour nous. Et juste une précision, parce que notre commission d'enquête porte tout de même sur les aides aux grandes entreprises. Est-ce qu'on a une distinction entre le montant qui est alloué PME, TPE, PME, etc., et ETI, celui qui est vraiment alloué ETI et grandes entreprises? Merci. Ça, c'est génial. Personne n'arrive à le faire, mais si vous y arrivez... Je vais vous décevoir en partie, je le crains, mais on peut regarder. On va regarder pour vous fournir ces données après l'audition. Ah oui, mais si c'est des contributions écrites, bien évidemment, on le absolument. Aussi, oui, bien sûr. En réalité, et je vois très bien votre point, parce que il y a, selon les périmètres qu'on choisit, il y a beaucoup de différences en fait. Moi, je vais me permettre de vous le dire, et je vous demande de ne pas y voir simplement un jeu de mots, de vous dire que toutes les aides de l'État ne sont pas forcément des aides d'État. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aides publiques, incontestablement publiques, qui sont fournies, mais qui ne rentrent pas nécessairement dans la catégorie des aides d'État au sens du droit européen. Exactement. Donc moi, évidemment, je peux vous parler des aides d'État au sens du droit européen. Mais c'est ça qui nous intéresse, pour avoir la grande masse. Exactement. Et donc, en réalité, en 2023, c'est le dernier chiffre disponible, nous en sommes à 36 milliards d'euros pour la France. 36 milliards d'euros. Et ceci, d'ailleurs, constitue l'information que nous avons nous-mêmes versée dans le cadre des rapports annuels que j'évoquais tout à l'heure dans mon propos liminaire. Et la Commission, pas plus tard qu'hier, je crois, a adopté, on va vous faire parvenir ce document, je crains qu'il n'y ait pas encore de version française, mais ça c'est pas très bien compliqué. Les aides considérées comme aides d'État par exactement. Au niveau européen. C'est exactement ça. Et pour vous donner une comparaison, l'Allemagne est à 50. Et la totalité des aides, on parle de 2023, qui sont les dernières données exploitables, 186 milliards en tout, dans les 27. Ce qui est d'ailleurs moins qu'en 2022. Je vous dis ça de mémoire, tout ceci figurera dans le document écrit. 2022, 242. Pourquoi cette différence? Parce qu'on est en train de sortir progressivement des dispositifs d'aide Covid qui avaient pu être mis en place. Exactement. Exactement. Donc on est dans ce voilà. Donc ça c'est. Mais vous voyez, par rapport à d'autres chiffres que je n'en doute pas, vous avez entendus dans le cadre des différentes auditions. J'ai en tête les rapports France Stratégie, etc. Ce n'est pas ces chiffres-là que vous avez entendus. Donc moi, je vous parle vraiment des aides d'État au sens de ce qui constitue vraiment le droit européen. Voilà. Non, mais j'ai bien noté en plus qu'il y avait 4 critères pour qu'elles rentrent dans les critères européens. L'effet incitatif, la sélectivité, donc par exemple les exonérations de cotisations dont toutes les entreprises bénéficient ne rentrent pas là-dedans. Tout à fait. Défaillance du marché, montant et des biens fondés. Le montant, bon, bien calibré, même si ça, ces sujets, j'imagine,
à débat. Et donc les exonérations de cotisation, on est bien sur des aides de l'État qui ne sont pas considérées comme des aides d'État. Exactement. Voilà. Oui, tout à fait. C'est important. Et même des aides directes, si elles sont allouées à tout le monde, elles ne rentrent pas dans... C'est vraiment le critère majeur, la sélectivité. La sélectivité. À chaque fois qu'on a, parce qu'on a souvent des questions d'aide d'État. Alors pourquoi, justement, pour que justement on puisse vérifier son efficacité ou pas, parce qu'une des questions, justement, les critères d'évaluation, c'est qu'on ait un contre. Par exemple, bon, le CICE, comme tout le monde y avait droit, quand on interroge, on nous dit ça a marché, mais de toute façon c'est difficile à évaluer parce que tout le monde l'avait, et donc si on n'a pas de contre, c'est ça qui est complexe. Est-ce que justement, le fait que ça soit sélectif et que donc il y ait des entreprises qui aient droit et d'autres pas, ou qu'on choisisse telle entreprise ou pas, ça permet de faire justement des contres et de permettre une meilleure évaluation, s'il existe une évaluation de ces aides d'État au niveau européen. Oui, et justement, sur le périmètre aide d'État, critères européens, on va l'appeler comme ça, existe-t-il des critères d'évaluation et des évaluations. Et des évaluations. Comme je vous disais, ce n'est pas nous, SGE, qui effectuons ces évaluations-là. Mais il y a quand même quelque chose qui est très important et qui est lié à la finalité que l'on vise à travers l'aide d'État. Une manière d'apprécier l'efficacité de l'aide, c'est au regard de l'objectif qu'on s'est donné. Lorsque l'aide d'État elle a pour objet de venir aider une entreprise qui connaît une situation de crise, le fait même de pouvoir, grâce à la dite aide d'État, maintenir l'activité et donc aussi l'emploi, c'est déjà une première manière d'en apprécier la pertinence. Donc on distingue bien les deux aspects, le contrôle de la régularité, pour le dire de cette manière-là, est-ce qu'on a bien fait ça dans les formes et dans le respect de la réglementation, et le contrôle de performance. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que souvent les aides d'État, elles sont là aussi pour favoriser une activité, je pense notamment à l'innovation, qui sinon n'aurait pas eu lieu, parce que le marché ne vient pas spontanément. Vous avez besoin de cet amorçage-là. Donc comment est-ce qu'on le contrôle, comment est-ce qu'on le vérifie ? À travers justement le développement de l'activité économique subséquent qui en résulte. Si l'entreprise qui a bénéficié de l'aide ne développe absolument pas d'activité en conséquence, dans le domaine d'innovation en particulier, c'est un indice de ce qu'il y a un problème, de toute évidence. Donc le fait qu'il y ait cette sélectivité qui fait qu'on va aider une entreprise en particulier qui en a besoin, permet quand même a posteriori de mesurer de cette façon-là. Et à la différence effectivement de régimes qui sont indifférents au regard de ce que cela vise. Mais au-delà de ça, il peut y avoir aussi des obligations d'évaluation qui existent au titre des régimes d'aide. Par exemple, pour la plupart des régimes d'aide exemptés de notification dans le cadre du RGEC, un plan d'évaluation doit aussi être notifié et approuvé par la Commission. Donc il y a des évaluations qui sont alors effectuées par des experts indépendants auxquels on a recours. On doit expliquer à la Commission comment on a fait. Les résultats doivent être rendus publics et la Commission exige également que certains régimes d'aide notifiée fassent l'objet d'une évaluation lorsque le budget est particulièrement important. Donc dans la façon que la Commission a d'examiner cela, dans le cadre d'une information si c'est du RGEC, dans le cadre d'une notification lorsque c'est pour les autres, elle peut aussi poser des règles en matière d'évaluation pour vérifier ex post, pardon de le dire de manière un peu technique, que le compte y est et que l'objectif initialement envisagé était le bon. C'est aussi comme ça qu'on peut activer, ce que je vous disais tout à l'heure dans mon propos introductif, les fameuses clauses de récupération. L'évaluation est positive, ça va bien, mais en fait, vous avez reçu trop par rapport aux résultats. Donc, il y a des processus d'évaluation qui existent sur cette base-là, mais encore une fois, ce n'est pas nous, en tant que SGE, qui les réalisons. C'est ça que je voulais dire.
problème, c'est que chaque administration nous dit c'est pas nous qui évaluons. Donc pour l'instant, on l'a pas encore trouvé. Mais quand on va la trouver, mais on arrive au bout. Hein. Donc, mais non, c'est une vraie question. C'est-à-dire, malheureusement, enfin, je sais pas. Là, c'est un débat d'ailleurs qui est plus politique qu'administratif, et donc n'y voyez aucun sujet à votre égard, ni envers le service. Mais une des grosses questions pour les parlementaires que nous sommes, je crois que tout le monde est plutôt d'accord, y compris sur la direction que vous donnez, d'accompagner des entreprises pour industrialiser le pays et l'Union européenne. Alors, bon, et que nous ayons une certaine souveraineté dans tout un tas de domaines. Je crois que tout le monde sera plutôt d'accord avec ça, que la compétitivité internationale entre les Chinois qui sont subventionnés, voilà, le marché états-unien plus qu'américain qu'on a évoqué tout à l'heure avec le président sur la simplicité, mais aussi les montants. Bon, donc tout ça, je crois, dans notre diversité politique, vous trouverez plutôt des parlementaires d'accord. La question qui est posée, c'est qu'à un moment donné, il y a d'abord énormément de dispositifs qui existent. Bon, je crois que personne ne dira qu'il n'y en a pas assez. Il y en a peut-être trop, il faut peut-être les regrouper, il faut peut-être un guichet unique, simplifier, mais pas simplifier. Bon, moi, j'en ai un peu marre, depuis 8 ans que je suis parlementaire, j'ai 2 lois de simplification chaque année, où de toute façon, il y a 250 articles, et à la fin, on voulait simplifier, on a rajouté des trucs. Bon, donc à un moment donné, il faudra dire, on met tout au clair, un guichet unique, il faut y aller, j'ai envie de dire, la SERP. Bon. Et il y a une question, c'est que personne n'évalue. C'est ça la question. Ou alors, sur des petits bouts très partiels, on ne suit pas dans le temps, on ne se donne pas le temps non plus, parce que pour regarder une aide publique à une entreprise, c'est pas sur une année. C'est entre 5 et 8 ans pour voir si elle correspond. Bon, vous voyez, donc on n'arrive pas, et c'est un peu dommage. Oui, allez-y. Je vous répondais du point de vue de l'activité qui est celle de la structure que je dirige en ce moment. Enfin, pour être très clair, nous ne sommes pas outillés pour le faire. Hein. Je vous ai rappelé les effectifs qui sont les nôtres. On ne peut pas le faire. Il y a au plan européen, en revanche, beaucoup de procédures qui existent, que ce soit du côté de la Commission, de la Cour des comptes européenne, pour vérifier tout cela. C'est la distinction que j'opérais tout à l'heure entre contrôle de régularité versus contrôle de performance. C'est le cœur de métier de la Cour des comptes européenne. Vous avez des audits qui portent soit sur l'un, soit sur l'autre. Ça vaut évidemment aussi ce que je dis sur les fonds européens. Sur un autre sujet qu'on n'a pas évoqué dans le cadre de cette audition, mais le plan de relance européen aussi, qui est aussi une autre manne dont notre pays profite beaucoup. Donc nous sommes questionnés. Nous sommes questionnés aussi par la Cour des comptes européenne, c'est bien normal, assez fréquemment là-dessus, c'est certain. Mais je vois votre point sur la question de l'évaluation au sens national du terme. Mais au niveau européen, les structures... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, je ne peux qu'être d'accord avec vous sur le point européen. Et c'est là qu'on voit qu'on ne peut être pris qu'à défaut au niveau national, parce que régulièrement, mis à part les aides que j'appellerais conjoncturelles, qui visent à pallier des situations de crise, Covid, pour le reste, il y a régulièrement des revues sur les critères, sur les montants, sur l'orientation des aides européennes ou des aides d'État visées par l'Union européenne, parce que c'est régulièrement regardé et amélioré ou modifié, etc. Ce qu'on fait très peu au niveau national, finalement, parce que quand on regarde une aide au niveau national, on peut parler... Alors, c'est plus des décisions politiques. Le CSE, c'est plus parce qu'il y a eu des modifications dans l'exécutif que ça a été modifié, mais une fois qu'une aide a été mise en place au niveau national, à part le coup de rabot au moment du PLF, quand il y a besoin de le mettre, mais sur des évaluations qu'on ne possède pas, et donc on travaille un petit peu au doigt mouillé,
Pour le reste, on n'a pas, de par l'administration et l'exécutif, le fait de dire, alors, attendez, là on s'est peut-être un petit peu planté sur cette aide-là, on l'a évaluée, ça ne fonctionne pas, on va la mettre autrement, on va aller dans un autre sens, on va plutôt affiner, augmenter la somme, diminuer la somme, etc. Mais ce qui se fait au niveau européen ne se fait pas au niveau national dans ce domaine-là. Enfin, moi qui étais un habitué notamment de la PAC c'est régulier, tous les temps d'année, il y a une revue de la PAC, on veut plus l'orienter sur tel domaine. On y a ces dernières années intégré beaucoup de conditionnalités environnementales, etc. Sur les aides nationales, je vous dis, à part le PLF où on met les coups de rabot réguliers, puis de toute façon, il faut bien trouver de l'argent pour en mettre ailleurs, donc on va le prendre là, mais sans trop savoir pourquoi on le prend, peut-être parce que le chiffre est beaucoup plus gros, beaucoup plus important qu'ailleurs, puis on se dit, on peut aller chercher là. Le reste, l'évaluation, elle n'est pas du tout du niveau de ce qui peut se faire au niveau européen. Là-dessus, je suis d'accord. Pardon, il y a tout de même, bien sûr, de la Cour des comptes qui regarde cela. Et puis, il y a des évaluations de la performance que France Stratégie peut aussi établir, l'inspection générale des finances aussi. Donc, il n'y a pas non plus... On reste à la marge quand même. Hein. Non, mais on est là pour se parler franchement. Oui. On reste à la marge quand même. Quoi. Voilà. Moi, j'ai pas... mais regardez, le PLF 2025 est l'exemple, mais c'est vraiment la manière dont ça se traduit. On avait des échanges sur des positions politiques sur certaines aides en disant ouais, voilà, on ne touche pas à celle-là, il vaut mieux aller chercher celle-là, on ne touche pas à celle-là, parce qu'on était dans l'obligation d'une restriction budgétaire très importante, mais pas sur des faits et des retours d'évaluation. Quand on parlait sur les 21 milliards alloués à l'aide à l'apprentissage, où il faut en enlever, mais comment on en enlève? Est-ce que, au doigt mouillé, on va peut-être plutôt aller sur les aides à l'apprentissage pour du très haut niveau, parce qu'il nous semble que c'est peut-être là qu'il faut le moins aider, mais il faut plus aider par expérience les entre guillemets, et ça n'a rien de péjoratif, petits niveaux de diplôme, ainsi que les petites entreprises, même les très petites entreprises. Mais ça, c'est juste de l'expérience. Mais on n'a aucun dossier digne de ce nom d'évaluation qui nous dit puis peut-être qu'on s'est gouffré, excusez-moi l'expression, mais sur certains coups de rabot, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, et que si ça se trouve, c'était des systèmes qui étaient très efficaces. Mais comment on peut le savoir? Non, mais moi, je ne le sais pas. Et il y a un vrai problème, parce qu'on parle quand même de milliards. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'aide, hein, on est d'accord là-dessus, et que de toute façon, vous l'avez reconnu vous-même. Ça se fait tellement dans l'environnement mondial. On serait vraiment les derniers dans notre analyse macroéconomique de dire non, nous, on ne le fait pas. Bon, il faut le faire. Mais d'aller comme ça et de dire il y a une aide, oui, mais on ne saura jamais si elle a fonctionné ou pas fonctionné. Quand vous voyez que ne serait-ce qu'aujourd'hui le CICE, même les pères fondateurs du CICE sont même incapables d'être d'accord sur les critères d'évaluation. Certains nous disent c'était pour l'emploi et d'autres nous disent c'était pour la compétitivité. Alors oui, la compétitivité fait que les entreprises embauchent, mais pas forcément. Les entreprises compétitives peuvent embaucher, mais ça ne génère pas forcément sur de l'emploi. Et finalement, aujourd'hui, on se dit, si on devait évaluer le CICE, on serait bien embêté. Donc, presque d'un message unique, les chefs d'entreprise nous disent, il y a une aide qui est très importante en France, c'est le CIR, mais c'est les chefs d'entreprise qui nous le disent. Aucune administration nous a dit aujourd'hui, voilà les résultats avant CIR, depuis qu'on a mis le CIR en place, sur la recherche, l'innovation, etc. On n'a rien de très probant sur le sujet, et c'est quand même un vrai problème quand vous êtes amené à prendre des décisions. Je comprends. Au plan européen, encore une fois, j'y reviens, pardonnez-moi. Allez-y, bien sûr. Peut-être en complément parce que je pense que ça participe de la même logique, en fait. Sur la question des soutiens publics européens, ce que vous dites pose la question de savoir si c'est suffisamment contraignant, en fait. Si on a suffisamment de garanties sur les résultats escomptés. D'évaluation. Je comprends. Ouais. Ça a fonctionné. Ouais. Oui, parce qu'y compris en l'objectif de départ. Parce qu'y compris en économie, rien ne peut être parfait. C'est-à-dire, vous pouvez accompagner 100 entreprises, il y en a 85 qui vont réussir,
et 15 qui peuvent stopper. Donc, en plus, ça ne veut pas dire que quand on donne une aide publique, l'obligation de résultat est de réussir coûte que coûte. Personne ne peut dire... il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte, c'est même pas ça. C'est que, malheureusement, en fait, il y a un flou qui est entretenu, mais sciemment, c'est des choix politiques qui ont conduit à ça. D'ailleurs, au global, tout le monde y a participé, donc voilà. De ne pas se donner de moyens statistiques, des outils pour dire est-ce que ça marche ou pas. Et ici, vous avez des parlementaires, moi je partage ce que dit le président Reitman, moi je ne serai pas le même parlementaire après cette commission d'enquête. Le prochain budget, je ne pourrai pas arriver dans l'hémicycle avec la même posture que les 8 dernières années. Parce qu'on partage, on est de côtés différents de l'hémicycle. Peu importe, c'est pas ça la question, mais là, en vérité, vous dites, vous êtes parlementaire. Mais déjà, moi, ça fait un moment que je pense qu'on ne vote pas le budget. C'est faux de dire ça. On amende à 0,01 un budget décidé par des gouvernements, voilà, et vous décidez à peu près de rien. Vous faites oui ou non, c'est ça. Mais alors, le pire du pire, c'est que même sur les 0,001, quand on dit, tiens, prenons le CIR, qui est, disons, crédit d'impôt recherche, qui a souvent fait débat, certains disant il est absolument nécessaire, d'autres disant il faut, voilà, peu importe, mais en vérité, au bout du bout, on ne peut pas ou pas l'évaluer, et on vient de voir, et c'est ça qui est aussi assez étonnant, que finalement on a eu, je sais pas, 15 entreprises à peu près depuis le début, allez, on va dire 10 ont eu du CIR. Pensons que sur je sais pas, une masse, il est indispensable, il aide, il accompagne, et il y en a d'autres, pardonnez-moi, on peut interroger véritablement le dispositif dans la grandeur d'abord qu'elle compose, dans le nombre de salariés qui ont été supprimés, peu importe les critères que nous prenons. Mais comme on ne disposait pas de ces critères d'évaluation, bon voilà. Moi, et juste pour finir là-dessus, c'est même du début à la fin. Parce que c'est même du début à la fin. Et je pense qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes paradigmes au niveau européen. Parce que les aides européennes sont quand même dans l'optique de répondre à des objectifs. Oui, tout à fait, c'est ce que je vous disais. Pas forcément politique. C'est pas de la com quelque part. Il y a un véritable objectif parce qu'on est quand même sur 27, on est quand même sur des fonds importants et il y a quand même une responsabilité derrière. Donc on a à la fois une volonté d'objectif, de répondre à une demande. Alors, elle peut être urgente, comme on l'a dit tout à l'heure, sur Covid, ou etc. Mais elle peut être aussi sur le temps pour orienter certaines choses. Et à la fin, à un moment, on les évalue pour savoir si on continue, si on réussit ou pas. Et moi, j'ai l'impression qu'au niveau national, mais c'est pareil dans les autres pays à voir, on se plaint au départ, puisqu'on se plaint d'absence de réelle étude d'impact vraiment réalisée, parce qu'il ne suffit pas que, même si le Conseil constitutionnel considère qu'il suffit qu'il y ait écrit étude d'impact, une phrase dedans, l'étude d'impact est remplie, moi je suis désolé. J'ai jamais trouvé véritable étude d'impact dans quelque texte que ce soit. C'est bien pour ça que je fais la promotion très très forte du test PME, parce que ce qui nous permettra quand même à un moment de remplir les études d'impact. Donc au départ, les études d'impact sont... Si elles sont à la base argumentées, elles ne sont pas chiffrées, de toute façon. Et donc, ça sera très difficile à la fin, si on n'a pas les études d'impact, de pouvoir faire de l'évaluation. Donc, on n'a ni le début ni la fin. Je parle au niveau national. Et si on peut reprocher un certain nombre de choses au fonctionnement de l'Europe, je pense que sur ce domaine-là, on a plutôt à s'en inspirer. Mais justement, sur l'Europe, j'y reviens. Et au risque de vous paraître nuancé à l'excès ce que je vous disais tout à l'heure, je vous disais qu'on essaie de ne pas faire que du droit. Mais il est bon d'en faire aussi. et précisément sur ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est une question d'équilibre. Être bien certain qu'on poursuit un objectif d'intérêt général prévu par le traité, c'est une garantie de ce point de vue-là. Par ailleurs, je pense qu'au plan européen, le seul sur lequel je puisse me prononcer, évidemment, devant vous, je pense que ça se présente effectivement de manière différente, par le simple fait que tout ce travail en amont qui est fait avec la Commission européenne et qui, encore une fois, peut être très lourd. C'est-à-dire que le résultat, il y a 2 actes
par lesquels on notifie formellement, et puis à la sortie, vous avez la décision positive de la Commission, ça ne rend absolument pas compte de tout ce qui se passe, parce que vous avez eu beaucoup d'itérations. Les questions sur la pertinence de l'aide, de la sélectivité d'aider cette entreprise-là, et pas une autre, toutes ces questions-là font l'objet d'un dialogue extrêmement serré avec la Commission, encore une fois, en situation de compétence propre. Donc, ce n'est pas nous qu'elle a besoin de convaincre, c'est nous qui avons besoin de la convaincre, et elle décide ce qu'elle veut à la fin. Le seul recours qui nous reste, après, si on n'est pas content, une fois qu'elle a adopté cette décision, c'est d'aller la critiquer, le cas échéant, devant la Cour de justice de Luxembourg, mais pour des motifs, évidemment, de nature juridique. Et donc, tout ce travail extrêmement fin amène à faire une étude d'impact. Vous faites une étude d'impact, vous dites pourquoi c'est essentiel de produire cette aide, parce que sinon il en résulterait un certain nombre de conséquences fâcheuses. Ah ben bien sûr. Et on produit, il y a des questionnaires extrêmement longs où nous, SGAE, n'avons pas forcément l'expertise technique naturellement, mais on se tourne vers toutes les administrations, c'est notre rôle de coordination interministérielle, pour ensuite être en capacité de produire les réponses aux demandes de la Commission. Et qui continue à vous poser autant de questions qu'il le faut, et ça prend le temps que ça prend. Vous voyez, donc c'est peut-être aussi une manière de vous dire que même s'il y a après la Cour des comptes européenne qui peut venir, ce travail en amont n'est évidemment pas une garantie de résultat et d'efficacité complète de l'aide a posteriori, mais le travail en amont qui a été fait est tellement élaboré, tellement fin, que, même si on peut toujours se tromper naturellement, la pertinence de l'opération, ah oui. Ça évite de manière beaucoup plus importante le risque d'erreur. Absolument. De mauvais fléchage, de mauvais, exactement. Et à mauvais calibrage. Et à l'inverse, Monsieur le Président, lorsque ce travail n'est pas fait, parce qu'à tort, on n'avait pas pensé qu'il y aurait un sujet d'État, c'est donc a posteriori qu'il s'agit de le traiter, souvent à la faveur d'une plainte, et la vérité, c'est que c'est très dur. C'est très dur. Et, exactement. Donc ça se présente, je pense, de manière assez différente au plan européen de ce point de vue-là. Et les études d'impact, elles existent vraiment au plan européen. Je me fais juste une parenthèse, puisque vous avez mentionné, pardonnez-moi cette petite digression, mais je comprends que c'est un sujet d'intérêt majeur pour vous. Nous poussons beaucoup aussi les études d'impact de manière beaucoup plus systématique dans toutes les productions européennes, y compris les législations. Vous avez parlé du test PME, vous en avez un aujourd'hui au plan européen. Il existe. Mais il y a tellement d'autres tests que nous devons faire. Tellement d'autres tests. Je pourrais vous en parler longuement, je suis à votre disposition pour regarder cela, parce qu'il y a beaucoup de sujets non appréhendés. La Commission n'est pas très originale par rapport aux États membres. Elle est la même. Elle souffre parfois aussi de phénomènes très classiques de silos. Donc quand vous avez une direction générale sectorielle qui fait remonter sa proposition législative, il n'est pas forcément systématique que tout le monde puisse en connaître. Et c'est là que vous pouvez louper des choses. Je ne sais pas, moi, un enjeu ultramarin, justement, dont je vous parlais tout à l'heure. On élabore, je m'éloigne vraiment des aides d'État, mais encore que la question des aides d'État appliquées à l'outre-mer, c'est aussi un vrai sujet. C'est un énorme sujet, pardon de faire le lien. Que ce qui est vrai sur le continent européen au sens géographique du terme, ne l'est pas nécessairement de la même manière quand on est à Fort-de-France ou à Pointe-à-Pitre. Et vous avez une disposition du traité, l'article 349, insuffisamment exploité. Elle vous dit quoi, cette disposition? Elle vous dit que ces territoires sont dans l'Union, dans le marché intérieur, mais la règle européenne doit être adaptée. Et les questions d'aide d'État... C'est vrai qu'on ne s'en sert pas assez. Pas assez. Donc ça, on fait un énorme travail, nous, pour convaincre la Commission de le prendre davantage à bord, ce sujet. Mais on a beaucoup de sujets, y compris d'aide d'État, et de concurrence, où, objectivement, une règle très intelligente pour la Bretagne ne marche juste pas quand on est en Guyane. Oui. C'est pas pareil, c'est juste pas pareil, c'est tout. Donc je rejoins votre problématique sur les études d'impact. J'ai 3 dernières petites questions, assez courtes, mais peut-être avec votre regard. Quels dispositifs européens d'aide aux entreprises font l'objet d'une marge d'appréciation par la France, et dans quel sens la France utilise-t-elle cette marge d'appréciation, si elle existe, dans la mise en œuvre des dispositifs européens? Ma deuxième question, pensez-vous que les règles d'évaluation des aides issues des fonds européens peuvent constituer un exemple pour les aides versées par les administrations françaises? C'est tout le débat
voilà, est-ce que la transcription de ce qui marche au niveau européen pourrait être appliquée ici? Est-ce que vous pouvez nous dire si, parce que lorsqu'on auditionne un certain nombre de PDG, tout le monde se déclare favorable à la transparence des aides publiques. Voilà, tout le monde, voilà. Quasi tout le monde, hein, je crois, quasi. Ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord. Après, certes, beaucoup l'ont fait devant notre commission, d'autres avec un peu plus de difficultés. Nous le dirons comme cela. Est-ce que vous n'y voyez pas d'inconvénient? Est-ce qu'il existe de la transparence dans d'autres pays des États membres? Ça nous intéresse aussi d'avoir un peu une étude comparative sur la question de la transparence. Voilà, grosso modo, mes questions. Et oui, ici, dernière, peut-être sur la conditionnalité et les méthodes d'évaluation aussi dans les autres États membres. Est-ce qu'il y a des conditions sur les aides d'un pays, sur les aides d'État, sur des conditionnalités plus dures, plus strictes qu'il en existe chez nous, ou plus souples qu'il en existe chez nous? Voilà, je vous remercie. Ça vous permettra de nous dire si on est tous à la même enseigne ou s'il y a la possibilité de faire de la surtransposition sur le sujet, si la France en fait. Oui. Alors, sur les marges d'appréciation, oui, on peut en avoir. Prenez typiquement le PNRR, le Plan national de relance et de résilience. Là, on a quand même une marge d'appréciation sur ce que l'on peut vouloir faire pour aider les entreprises. Bien sûr, ce n'est pas une marge absolue, hein, c'est l'objet d'une négociation, ça va sans dire, mais ça marche vraiment bien, ce dispositif. Hein. Sur les 40 milliards prévus pour la France, on en a pour l'instant reçu 30. On vient de formuler, il y a quelques semaines, la 4e demande de paiement. On n'en parle malheureusement pas assez, mais ce sont des choses extrêmement concrètes sur l'intégralité de nos territoires. Donc on peut disposer effectivement d'un certain nombre de marges de manœuvre. Sur les exemples de ce qui fonctionne bien au plan européen et dont on pourrait s'inspirer utilement, moi je penserais spontanément en matière de recherche à ce qu'on appelle le pilier 3 du programme Horizon Europe. Vous savez, c'est le programme pour les start-up qui existent et qui marche plutôt pas mal. Parce qu'on a des dispositifs assez souples qui prennent bien en considération les spécificités de ces start-up-là. Par définition, ce sont des entreprises qui se lancent. Et là, il y a sans doute de quoi regarder comment, au plan national, on pourrait peut-être davantage s'en inspirer. Sur les deux dernières questions d'études comparatives, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc on va regarder. Pour voir si d'autres font différemment et mieux en matière de transparence ou de conditionnalité, étant entendu que donc on va vraiment regarder parce qu'il faut qu'on fasse un peu effectivement d'études comparatives, mais que tout cela est déjà pas mal encadré par l'Union européenne. On y revient. Exactement. Si j'évoque la question des aides à finalité régionale, par exemple, comme vous le savez sans doute, peut-être que ça vous a déjà été expliqué, elles sont assez encadrées au regard des bénéficiaires. Il y a des clauses très précises qui prévoient par exemple que lorsque une aide de cette nature est donnée, eh bien l'investissement doit être maintenu dans la région qui a besoin d'être aidée en particulier, parce que si c'est une aide à finalité régionale, c'est bien qu'il y a une région où vous avez un niveau de vie anormalement bas, il y a une obligation réglementaire, enfin au sens européen du terme, pour maintenir l'investissement au moins pendant 5 ans. Au moins pendant 5 ans. Et si l'entreprise est une PME, c'est au moins pendant 3 ans. Donc même pour les PME, c'est assez contraignant. Vous avez aussi, s'agissant des mêmes aides, vous pouvez avoir aussi des clauses dites anti-délocalisation. Ça, c'est important. Et ça peut être d'ailleurs aussi bien au cours des 2 années qui précèdent la demande d'aide qu'après la réception de la dite aide. Donc il y a des conditions qui peuvent exister en ce sens. Pendant un certain laps de temps. Pendant 2 ans. Après le versement de l'aide. Exactement. 2 ans. Pas de délocalisation. Est-ce qu'il y a un regard aussi sur alors ce qui intéresse très fortement, mais je le comprends, notre rapporteur,
anti-licenciement ou un regard derrière sur... Alors, vous avez touché énormément d'aides. Il ne faudrait pas que la totalité de l'aide représente la totalité des dividendes, par exemple, versés. Je vois très bien votre point. Directement, je le dis, on n'a pas le droit de s'exprimer, mais je le dis sous le contrôle de mes collègues néanmoins, directement, je ne crois pas qu'il y ait dans la réglementation européenne de clause emploi ou anti-licenciement. À travers les dispositifs que je viens de vous décrire, il en résulte mécaniquement que ça préserve l'emploi. Lorsque vous êtes tenu de maintenir l'investissement pendant au moins 5 ans, ben, par définition, ça maintient l'emploi. Après, je crois que si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement, il faut aussi se poser la question de certaines situations dans lesquelles probablement ça ne serait pas forcément heureux de le faire. Je m'explique. Lorsque vous avez des aides destinées à favoriser l'innovation, ça peut être un obstacle pour que l'entreprise veuille effectivement l'aide, qu'on lui dise sur une activité économique que par définition elle ne maîtrise pas encore beaucoup, puisqu'elle la développe. Attention, il faut qu'à la clé, il y ait forcément de l'emploi. Elle peut ne pas du tout le maîtriser, le savoir. Elle peut, alors en ce moment en particulier, me direz-vous, avec les droits de douane américains qui ne cessent de tomber, se dire mais où serais-je dans 5 ans? Comment puis-je aujourd'hui prendre un engagement moi-même là-dessus, dont je comprends parfaitement le bien fondé, mais il m'est très difficile de faire. Compte tenu de cette obligation, du coup, je ne le fais pas. Et du coup, ça peut aussi avoir un effet bloquant. Donc je pense que ce qui pourrait être intéressant sur cette question, c'est d'arriver peut-être à établir une typologie des cas dans lesquels la réglementation pourrait être un peu plus mordante, pardon de cette expression, pour faire en sorte que ces clauses-là... Quand c'est chasser l'abus, quoi. Voilà, tout à fait. Et des situations dans lesquelles on n'est pas dans ce cas de figure. Mais au plan européen, s'agissant des fonds européens, vous avez aussi beaucoup de conditions. Et je me permets aussi de l'évoquer parce que j'ai vu que dans le questionnaire, auquel on va encore une fois répondre de manière extrêmement précise, vous avez beaucoup de conditions qui peuvent exister. En matière de fonds de cohésion, par exemple, il y a toutes les conditions favorisantes, comme on les appelle dans le langage un peu bizarre, qu'en fait ce sont des contraintes, ces conditions. Et elles sont d'une très très grande ampleur. Elles sont bonnes sur le principe, soit qu'elles soient, comment dirais-je, horizontales, respecter les aides d'État, respecter la réglementation en matière de marché public, encore heureux, aurait-on presque envie de dire, mais vous avez aussi des conditions favorisantes du point de vue de la cohérence de ce que l'on fait dans la réalité de nos territoires par rapport aux grands objectifs européens. Et ça, c'est très bien en soi, parce que ce qu'on essaye de faire naturellement, c'est qu'il y ait une correspondance entre les 3 niveaux, local, national, européen. Ça va de soi, surtout quand on est dans des logiques économiques. Mais vous avez aujourd'hui, pour vous répondre là-dessus, vous avez aujourd'hui des limites à cette approche. C'est que ces conditions favorisantes peuvent devenir bloquantes. Je vous prends un exemple très concret. Dans les conditions favorisantes de la période actuellement en cours, 2021-2027, il y en a une notamment prévue par le règlement général qui est de respecter les règles européennes en matière d'atteinte au niveau national des objectifs d'énergie renouvelable. Évidemment, c'est des décisions européennes qui ont été prises et nous devons le respecter. La France a eu quelques difficultés à tenir l'objectif qui lui avait été assigné dans la première directive énergie renouvelable. 23% de part d'énergie renouvelable dans le total de consommation énergétique. Nous l'avons atteint depuis l'an dernier. Ça a eu un effet bloquant sur l'octroi pour les régions des fonds de cohésion. Avec le paradoxe qu'une région peut elle-même avoir fait plus que 23%. Mais dès l'instant, au niveau national. Exactement. D'accord, c'est national. Exactement. Et donc ça, alors qu'on est en train de réfléchir à la prochaine période de programmation pluriannuelle, comme je vous l'indiquais dans mon propos liminaire, pour nous, cette question, il faut la traiter. Il faut absolument la traiter pour qu'à l'échelle des régions, pour que ces critères-là aient du sens à l'échelle de la région. Donc c'est très encadré au niveau européen, c'est souvent pour de très bonnes raisons, c'est ce que nous négocions. Il peut aussi y avoir des impasses, à nous de les travailler pour faire en sorte qu'elles aient le plus de sens possible. Et que les bons élèves ne payent pas pour les moins bons. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a encore... bon, c'est bon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, moi j'aurais, avant de terminer,
encore une fois, je sors un petit peu de... Mais comme on arrive à la fin, et que vraiment, je vous remercie sincèrement pour tous les points qu'on a abordés et la précision des points. Par rapport à ce que vous avez dit à un moment sur notre représentation, notamment à Bruxelles, oui. Vous avez parlé de négociateurs, enfin moi je parle de nos fonctionnaires présents qui représentent la France et qui défendent la France. Oui. Moi j'ai régulièrement qui me remonte dans mes contacts. Notamment quand je visite, quand je vais à Bruxelles ou quand j'échange avec. C'est que, vous voyez, par rapport à des pays, et c'est peut-être un handicap qu'on peut avoir en France, et qui même pour vous peut être un souci, c'est la sous-représentativité de la France par rapport à des pays comme l'Allemagne, où moi on m'a carrément cité des chiffres pour un fonctionnaire présent à Bruxelles qui fait vraiment le travail de négociation, qui va taper aux portes, qui va payer un café, qui va ci, qui va ça. On a 7-8 Allemands, par exemple. Et ça nous pose un vrai souci de se faire entendre et d'orienter les décisions vers des paradigmes qui nous correspondraient plus. D'autant plus que, et j'en rajoute, notre situation de surendettement au niveau français nous aide pas non plus dans les négociations, parce qu'on a quand même cet endettement nous crée quelque part une dépendance vis-à-vis notamment des aides européennes et de l'accompagnement européen, et que ça peut engendrer des soucis, notamment celui qu'ont chaque chef d'entreprise, grand patron qu'on a eu de signer jusqu'à maintenant, le prix de l'énergie. Parce que le premier critère aujourd'hui, oui, depuis quelque temps, et moi je peux vous le dire, le rapporteur peut le confirmer, le premier critère dont nous parlent les grands patrons aujourd'hui en France de difficultés, c'est le prix de l'énergie. Dans la concurrence qu'ils peuvent avoir avec des pays comme la Chine, on n'imagine même pas, mais les États-Unis, ou même d'autres pays européens, je parle de l'Espagne, etc., et que à la fois le fait d'être sous-représenté, mais en plus le fait d'être endetté, alors je ne vous demande pas de positionnement politique sur le sujet, juste un avis, nous handicape vraiment de manière très forte, mais je suis en train d'imaginer que je pense qu'on ne pourra pas passer à côté, si c'est possible, à un moment, une audition de la délégation aux entreprises du secrétariat général aux affaires étrangères, aux affaires européennes. Mais voilà, si vous pouvez juste aborder à tout petit peu le sujet. D'accord, bien sûr. Voilà. Alors, moi je vais vous répondre. Vous avez entendu qu'il demande une critique du marché européen de l'énergie. Non, mais... C'est encore un autre débat. Mais... Ah ben, non, mais non. Ni un positionnement politique. Ni un positionnement politique, évidemment. Juste voilà, ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Mais c'est quand même un des débats, sur le prix de l'énergie, et j'abonde dans son sens. Une des questions d'ailleurs de compétitivité, on nous dit, et depuis 2022, c'est le prix de l'énergie. On était extrêmement bas avant, et c'était d'ailleurs un des éléments de compétitivité de la France. Et très longtemps, une énergie décarbonée et pas chère. Et depuis 3 ans, notre difficulté... Qui découle notamment de décisions européennes. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Bon, voilà, c'est quand même le dysfonctionnement du marché européen de l'énergie tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on ne vous demande pas une critique politique de la question. Non, bien sûr. Non, mais je vais essayer de vous répondre de manière précise également à ces questions qui sont évidemment majeures. Mais vous me permettrez d'avoir un regard un peu différent du vôtre, Monsieur le Président. Parce que j'entends beaucoup parler de la sous-représentativité française à Bruxelles, comment dirais-je, d'une plus grande présence d'autres partenaires, singulièrement l'Allemagne. Ça n'est pas confirmé par les chiffres. Quelques exemples. Quel est le pays qui a le plus de membres de cabinets français, de membres français dans les cabinets de commissaires? La France. Nous avons le plus grand nombre. Mais justement, c'est pour ça que je me tourne vers vous. Ouais. C'est vrai ou c'est pas vrai, quoi. Voilà. Alors voilà. Ensuite, en termes de direction de cabinet, donc chef de cabinet, on dit chef et chef adjoint, vous savez, dans le langage européen. Pour les cabinets, ça veut dire directeur ou directeur adjoint chez nous en France. Eh bien, l'Allemagne a un peu plus de chefs de cabinet. Nous avons beaucoup plus de chefs adjoints. Au total, c'est exactement la même chose. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, les Français sont bien représentés dans les institutions européennes. Je parle des fonctionnaires européens. Fonctionnaires européens. On a, je pourrais vous faire passer les chiffres, mais les Belges, de manière évidente, sont un peu plus nombreux que nous, comme régionaux de l'étape, si vous me passez l'expression. Mais on n'a absolument pas à rougir
de la présence française au sein de la Commission européenne singulièrement. Troisième élément. Même par rapport à un pays comme l'Allemagne? Ah oui, non, clairement pas. Troisième élément, quelque chose qui est un dispositif auquel nous sommes très attachés, les experts nationaux détachés. Nous envoyons tous les ans des experts nationaux détachés qui viennent de toute l'administration française, et c'est l'ESGE qui coordonne cela. Et c'est stratégique d'envoyer dans les institutions de l'Union ces experts qui, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, vont être complètement embarqués dans une structure, évidemment en étant parfaitement loyal à la structure, c'est le moins qu'on puisse attendre d'eux, vont comprendre de l'intérieur le métier européen, capter une culture, comprendre comment ça marche, parce que l'Europe, ça s'apprend. Ça s'apprend, et j'ai passé beaucoup de temps à Bruxelles, le nombre de choses que j'ai apprises de façon très concrète, alors que je les avais acquises d'un point de vue théorique et académique avant, c'est très impressionnant en fait. Et ces personnes-là rentrent ensuite dans leur administration, font bénéficier à leur administration de cette expertise, ont le réflexe européen dont on a tant besoin, parce que l'Europe est partout, dans la plupart de toutes nos politiques publiques. Et nous sommes, enfin pour être extrêmement précis, le dernier chiffre, c'est nous avons 234 Français, experts nationaux détachés, répartis dans les institutions européennes. Une fois qu'on a dit cela, ce n'est pas pour vous dire que tout est parfait, merveilleux et qu'il faut dormir tranquille. Non, c'est un exercice de vigilance constante, parce que c'est très concurrentiel, évidemment. Chaque État essaye aussi d'être influent, c'est le jeu, c'est normal. En plus, il y a des rotations, des turnovers qui font que c'est normal. Hein. Les gens bougent, et donc il faut toujours réussir à pouvoir avoir des postes à la hauteur de ce que nous sommes, la France, qui est un pays qui pèse énormément. Et s'agissant des END, il faut évidemment que nous puissions valoriser leur retour quand ils regagnent leur administration d'origine. Donc nous, SGAE, on travaille beaucoup là-dessus. Donc très sincèrement, hein, en étant objectif avec des chiffres à l'appui, nous sommes parfaitement à la hauteur de ce que nous devons être. On peut toujours faire mieux, par définition, mais cette petite musique que l'on voit bien, et que l'on lit parfois, voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, bon, je ne vais pas m'étendre longuement sur la situation d'endettement, et évidemment, je ne me permettrai pas de le dire de manière politique, mais il est évident que c'est un sujet. Et c'est un sujet d'abord pour nous-mêmes, dont le Premier ministre est parfaitement conscient. C'est pour ça que tenir le 5,4% de déficit public en 2025 est essentiel, absolument essentiel, pour nous-mêmes, vis-à-vis des marchés financiers, et aussi, j'ajouterais, avec la dimension européenne qui est la mienne, au nom de la règle de copropriété que nous avons entre nous tous qui avons en partage l'euro. C'est normal, c'est tout à fait normal que nous... Et c'est pour ces raisons-là qu'il y a d'ailleurs des procédures européennes où, avec la Commission, avec les autres États membres, on parle de ces sujets. Je pourrais rentrer dans les détails, mais je ne vais pas le faire, mais dans le cadre des nouvelles règles de gouvernance économique européenne, on a eu, en janvier dernier, dans le cadre d'un conseil des ministres de l'économie et des finances, à un moment où la trajectoire française a été validée par tout le monde. Et c'est normal, puisqu'encore une fois, nous avons en partage non seulement un marché, mais en plus une monnaie. Et qu'en plus, la France, deuxième économie de la zone euro, évidemment, est fondamentale. Troisième point sur l'énergie, là aussi, ça mériterait beaucoup de développement. Je me contenterai de dire que les difficultés... Alors déjà quand on fait l'exercice de rétrospectif, d'analyse des raisons pour lesquelles on a été dans cette situation de choc de prix, je pense qu'il faut pouvoir dire que c'est la conjugaison de 3 choses. Un choc de demande qui a commencé en 2021, au moment où on sortait du Covid, où l'activité économique s'étant considérablement, ralentie, elle repartait. Donc là, évidemment, il y a eu une demande d'énergie au sens économique du terme qui est repartie très fortement. À quoi s'est ajouté l'année d'après un choc d'offres avec le début de la guerre d'agression russe en Ukraine, du fait évidemment du rôle majeur de la Russie concernant le gaz. Et troisième élément, plus conjoncturel, les difficultés de maintenance, de corrosion que nous avons pu nous-mêmes connaître, France, dans la production nucléaire. L'addition de ces 3 éléments n'est pas étrangère aux difficultés que nous avons connues. Maintenant, le système européen que vous avez critiqué,
Oui, parce que l'Espagne, aujourd'hui, qui en est sortie, elle s'en sort plutôt bien sur le prix de l'énergie. Alors, elle n'est pas vraiment sortie, mais c'est Non, mais il y a un elle a système, demandé une exemption Voilà, pendant qui est un plutôt an. exemptée. elle l'a mis en place. Elle Oui. s'en sort plutôt bien. Pardon, c'est pas ça. Mais c'est plutôt bon. les dysfonctionnements. Vraiment, je suis à votre disposition pour qu'on en reparle vraiment plus sur le fond, mais la raison pour laquelle l'Espagne a pu avoir ce dispositif est totalement liée au fait qu'elle est périphérique. Elle est périphérique, c'est l'exemption insulaire, comme si elle était en Exactement. bout du réseau. Non, Mais mon point, c'est de dire, mon point, c'est juste de dire que nous pensons que les règles que nous avons mises en place dans le cadre de la réforme du marché européen de l'électricité, et c'était fin 2023, sous présidence espagnole, nous permettent de répondre en partie aux critiques dont le marché fait l'objet. Pourquoi ? Parce que le dispositif qui a été conçu, il permet, en cas de hausse excessive des prix, et c'est bien le sujet dont on parle, de mettre en place un mécanisme, le terme est épouvantable, c'est tout sauf de la poésie, de captation de la rente inframarginale, où en fait on peut redistribuer, il y a un sujet d'aide d'État d'ailleurs qui arrive tout de suite, on peut redistribuer le différentiel entre ce niveau sur le marché de gros. Bon, ça demanderait une commission. Je suis en total désaccord avec tout ce que vous développez. Je vous le dis, non, mais en plus, j'ai des. En plus, il est très. Mais moi, je vois qu'en période plus ou moins normale. Allez, moi, je veux bien venir discuter une après-midi avec vous. On perd de la compétitivité quand même. Mais tu fais partie de la délégation si un jour on. Allez, ouais, non, je vais y aller que sur ça, parce qu'une après-midi, mais il y a le fait de la spéculation. Enfin bon, bref. Non, mais mon point, c'est de dire qu'on a. Je ne dis pas que c'est parfait. Je dis pas que c'est parfait, mais mon point, c'est de dire qu'on a. Même Bruno Le Maire n'osait plus dire ça à la fin. On a un mécanisme, on verra si ça marche dans la vraie vie. Mais personne ne sait comment il va fonctionner. Parce que j'ai posé des questions au ministre. Personne ne sait comment ça va fonctionner, la rente inframarginale. Il y a 3 personnes qui ont réussi à élaborer ça, et même les gens qui ont élaboré ça sont incapables de vous dire comment ça va fonctionner. C'est exactement le même mécanisme sur le post-arène. Poser des questions pendant le budget. Bon, c'était pas loin que même la droite vote avec moi. C'était pour vous dire le chemin qu'il y avait à parcourir. Le ministre était un foutu, même en lisant ses fiches, de comprendre comment ça allait marcher. Donc, en vérité, nous avons une question. Il y a un vrai problème. On a mis un pansement sur une jambe de bois, alors que nous avons une énergie la plus décarbonée et la moins chère. Et c'était un de nos éléments de compétitivité. Et bon, bref. Peut-être deux points pour terminer. Le premier, en méthode, je me tiens vraiment à votre disposition pour qu'on en reparle dans un autre cas, parce que c'est vrai qu'on est un peu loin de... Oui, bien sûr. Voilà. Et le second, pour abonder dans votre sens, parce que moi je rencontre aussi beaucoup d'entreprises, c'est essentiel, parce qu'on passe son temps, comme je vous le disais, à déterminer les intérêts français, et il faut interroger aussi les acteurs qui vont être concernés par tout ce qui est négocié à Bruxelles. Et elles m'ont toutes dit la même chose que ce que vous avez rapporté, Monsieur le Président. Le sujet, c'est l'énergie. Mais oui. Le sujet avant tout le reste. Et il y a une incompréhension. Parce qu'on n'est pas dans le cas allemand qui était d'une dépendance totale au gaz russe et qui aujourd'hui est obligé de se fournir ailleurs, etc. Nous, on avait quand même une capacité de production d'énergie décarbonée qui était quasiment une des moins chères. Et là, on se retrouve avec des entreprises qui nous disent « mais moi, ce qui me pénalise aujourd'hui, c'est l'énergie ». Non, il y a quand même un problème quelque part. Il y a un sujet en effet. Et le rapport Draghi, que vous avez sans doute regardé, est très intéressant sur la documentation des écarts, ce qui fait que nous, ça nous conforte, et c'est un des combats qu'on porte, sur le fait qu'il ne faut pas se tromper de combat sur ce sujet. Le sujet, il n'est pas entre les États membres. Il y a un principe de base dans les traités qui est le respect de la souveraineté des États en matière de bouquet énergétique. Très bien. Ceux qui ne veulent pas faire de nucléaire ne doivent pas être contraints à en faire. Ceux qui veulent en faire doivent pouvoir le faire en toute liberté. Tout à fait. En toute liberté. Ils ne doivent pas être pénalisés parce qu'ils en font. Mais le sujet, ce n'est pas entre nous, Européens. C'est entre nous, les Européens, et les autres. Et là, il ne faut pas se tromper non plus. C'est un des autres combats que nous portons. C'est pour ça que c'est... Donc, fais attention, tu vas relancer un débat. Non, on est parfaitement d'accord avec vous. C'est pour ça qu'un marché qui veut unifier un prix, on a créé un marché européen de toutes pièces avec, en vérité, pas une politique européenne énergétique, mais chaque État qui fait ce qu'il veut. Donc, en vérité, vous vendez... Avec quelques règles quand même. Mais non, mais comme nous, par exemple, nous avons donné priorité au nucléaire, d'autres des énergies renouvelables, d'autres au gaz, d'autres au charbon. De toute façon, quoi qu'il arrive, tout le monde fonctionnera, parce qu'au bout de course, c'est quand même le gaz, le fuel qui tourne. Et donc, de toute façon, ça n'invite pas les pays qui ont carboné à décarboner, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, nous aurons besoin de leur unité de production. Donc, en liant le prix du gaz à l'élec, nous sommes morts. Donc, en fait, on veut empiler des tomates, des concombres, des radis, chacun produit un truc, et à la fin, on veut le vendre au même prix. Mais c'est pas comme ça que ça peut fonctionner.
Et d'ailleurs, cette invention-là n'a pas été faite par le marché européen. Hein. C'est une invention franco-française, ce mécanisme. Voilà. Bon, bref, allez, rendez-vous dans 15 jours. À votre disposition. Ça peut faire l'objet d'une audition sur le coût de l'énergie pour les entreprises au niveau de la délégation. Non, mais c'est passionnant. Et je suis vraiment, pour le coup, en dehors de la commission d'enquête. Merci beaucoup. Je vous en prie, à votre disposition. Voilà. Et donc, on produit des réponses précises aux 12 questions que vous nous avez passées. Les 6 sur les aides d'État, les 6 autres sur les fonds européens. On vous fait passer ça très rapidement. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci, monsieur le secrétaire général, d'avoir pris le temps de votre disponibilité, ainsi que votre équipe qui, j'imagine, a travaillé et a planché sur le dossier. Elle va encore plancher un peu dessus. Et au plaisir de se rencontrer pour reparler de ces sujets très importants pour nos entreprises. Merci. Merci beaucoup.